Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Va-t-on pouvoir diminuer notre production de plastique à l'heure où les océans semblent déjà presque submergés par ce matériau fabriqué par l'être humain? Les initiatives zéro déchet pourraient-elles avoir un vrai impact sur notre environnement et sur l'urgence climatique à laquelle nous devons faire face? C'est la question que nous allons se poser ce soir avec plusieurs participants et organisateurs du Salon Zéro Déchet qui se tient ce week-end et qui commence déjà jeudi à Tour et Taxi. On va en parler notamment avec vous, Jeroen Verhoeven. Alors vous êtes membre de l'ASBL Plastic Attack. Qu'est-ce que ça veut dire Plastic Attack? Plastic Attack, c'est une association, c'est plutôt un collectif de citoyens qui se sont réunis pour une occasion occasionnelle, justement pour pointer du doigt la responsabilité des grandes surfaces dans le système qu'ils ont mis en place avec les Et donc, on le voit sur ces images, hein, vous faites des actions où vous vous retrouvez dans une grande surface et les citoyens et citoyennes sont amenés à essayer de repérer le plus de plastique possible pour montrer la masse que ça représente. C'est un peu ça, hein. Tout à fait, oui. Le problème qu'on s'est rendu compte après, c'est que la grande surface a recyclé, on fait un peu l'action pour leur propre marketing. Donc ça, c'était le problème. Donc plutôt que de réduire le nombre d'emballages, ils ont fait de la communication autour. Et il y a eu un greenwashing derrière. Il y a un greenwashing comme on derrière, le voit souvent, oui, et on en parle souvent dans cette émission. Ouais. Alors, on en est où dans le plastique à Bruxelles? Est-ce que des actions comme la vôtre, et puis le Salon Zéro Déchet dont on va parler, permet de réduire, et puis les différentes nouvelles lois prises par le gouvernement, est-ce qu'on arrive à réduire le plastique ici, par exemple, à Bruxelles? Il y a des bonnes initiatives qui ont été prises, notamment l'interdiction des gobelets jetables pour les festivals. Donc ça en est une. Et puis il y a aussi le projet pour les cautions, en fait les emballages de retour, donc pour les canettes, les bouteilles en PVC. Donc ça, c'est des bonnes choses qui sont vraiment nécessaires. Donc. En face de vous, bonsoir Céline Rigol. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet à Bruxelles Environnement et vous organisez pour la partie Bruxelles Environnement le Salon Zéro Déchet qui débute ce jeudi avec vous, Marc Sautelet. Vous représentez Zero Waste Belgium. C'est l'aspect associatif de cet événement. Donc c'est un événement qui lie vraiment les deux, institutionnel et associatif. Ça fonctionne bien, ça déjà? Oui, tout à fait. Je pense aussi. C'est une bonne collaboration. Zero Waste a une grande expertise sur le zéro déchet et nous a beaucoup aidé sur la programmation du salon. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les institutions bruxelloises quand on est une ASBL qui défend le zéro déchet? Alors vous allez me dire que oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait de plus encore? Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que lors de la première édition du Salon Zéro Déchet en 2018, Bruxelles Environnement avait défini le zéro déchet comme sa thématique principale et transversale à travers toutes ses activités. Donc je pense que ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience aussi que le zéro déchet c'est plus qu'une mode, comme on en parle souvent, mais que on doit mettre en place des actions concrètes pour le faire. Après, au niveau clairement des actions qui peuvent être faites, on peut avoir des actions qui ne nécessitent pas pour le citoyen de mettre en place des choses. Par exemple, on pourrait avoir au niveau de la région un autocollant, et je sais que c'est dans les projets, on peut avoir un autocollant 8 pubs. Donc plutôt que d'avoir un stop pub sur toutes les portes, on aurait un autocollant 8 pubs qui de facto diminuerait la quantité de papier généré vraiment de manière très importante. Il y a des chiffres en France, par exemple, qui montrent que 24% du papier qui est imprimé à destination papier informationnel est du toute boîte publicitaire. Donc c'est beaucoup plus que les livres, par exemple. Donc vous voyez la quantité en fait de déchets qu'on pourrait facilement diminuer. C'est des petites actions comme ça qui permettrait de soulager le citoyen aussi, parce qu'aujourd'hui, la démarche, elle vient très fort du citoyen, de sa volonté propre d'essayer de diminuer ses déchets, et il y a des choses qui peuvent être faites à grande échelle. Et ça, on va le voir, la démarche vient des citoyens comme Violette Bastin, qu'on présentera juste après, parce qu'on va rester un peu plus longtemps sur vous, mais la démarche vient aussi de temps en temps des entreprises ou des pouvoirs publics. Alors bonsoir Fabrizio D'Angelo, vous représentez ce soir le Comité européen des régions et le Comité
économique et social européen. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots, ces deux comités? Bon, les deux comités représentent en fait, le premier, le comité économique et social européen, représente la société civile organisée. Par contre, en vue de représenter ça vers les institutions vers européennes. Les institutions, tout à fait. Et le comité européen des régions représente les entités locales et régionales européennes. Toujours en relation avec les institutions de l'Union européenne. Alors si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que dans ces deux comités, il y a des efforts qui ont été faits pour réduire drastiquement les déchets, notamment pour la cantine, des gens qui travaillent pour ces comités. Vous nous expliquerez tantôt comment ça marche et vous serez aussi présent lors du salon Zéro Déchet qui débute jeudi pour la partie entreprise justement et institutions. Alors Violette Vasta, bonsoir. Cette fois, on vous présente. Vous êtes une représentante de famille Zéro Déchet. Ça veut dire qu'au sein de votre ménage, vous avez deux filles et un compagnon à la maison. Vous êtes lancé dans le challenge Zéro Déchet aussi en vue du salon. Vous êtes une challengeuse parce que vous avez décidé de tenter de réduire vos déchets. Comment ça s'est passé? Globalement bien, vraiment. C'était assez sympa, d'une part parce qu'on a été suivis, qu'on a rencontré les mêmes personnes régulièrement, qu'on a été invité à participer à des ateliers, etc. Donc quand on est challengeuse ou challenger Zéro Déchet, on est suivi par votre association, Marc notamment, et aussi Bruxelles Environnement. C'est Bruxelles Environnement. Et aussi Bruxelles Environnement. C'est plutôt Bruxelles Environnement. Tout à fait. C'est une initiative de Bruxelles De Environnement. Bruxelles Environnement, Oui. d'accord. Pour vraiment réduire le poids des poubelles, c'est assez concret. On a été tourné chez vous la semaine dernière et vous nous avez montré comment ça se passe dans une famille Zéro Déchet. Il y a beaucoup de choses qui restent pareilles, on va le voir. Regardez cette séquence. Oh, les chouchous. Des trucs, genre essuie-tout, mouchoir, machin, j'en ai plus. Du tout. Il y a quelqu'un qui réintroduit de temps en temps des trucs interdits dans la maison, je suis pas contente, il se fait engueuler. Je suis un enfant de la consommation comme énormément de personnes. Parfois, on n'y pense pas, on est pressé, on voit un magasin, on a besoin d'un truc, un lapin et compagnie, et là, pendant un Paf, laps de temps craquage. très court, on zappe complètement le zéro déchet. C'est le café, voyons. Moi j'avais la super machine à dosette depuis longtemps, que j'aimais bien. Et j'ai commencé d'abord en essayant de supprimer les dosettes jetables. Donc j'ai cherché une dosette réutilisable. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé des biodégradables qu'on a commencé à remplir. En fait, c'était super fastidieux. Donc j'ai fini par revendre ma machine, donner mes dosettes. On est repassé à un vieux percolateur. Et puis finalement, j'ai trouvé ça en seconde main. C'est une presse à café. Et donc on a un moulin, on moule notre café qu'on achète en vrac. Et puis on le fait, on bout de l'eau dans notre truc et hop, presse à café. Tout ça, c'est de la bouteille qu'on remplit d'huile, de vinaigre, etc. Une feuille de cuisson en silicone. pour tout, quoi, tout ce qu'on ferait sur un papier cuisson. Et les fameux wraps, c'est le tissu enduit de cire d'abeille qui remplace l'alu, le film alimentaire, etc. Et ici, où on a plein de bocaux en tout genre. Les pichets d'eau avec les petites billes en céramique qui reminéralisent l'eau du robinet. Les enfants sont quand même vraiment les premières victimes du marketing et tout. C'est incroyable comme ça s'adresse à eux en premier, quoi. Ma fille adore les pailles. Donc moi, j'en ai en inox avec de la couleur. Donc elles sont contentes de sortir leur paille. Mais t'as que deux mains. Et comment Ah, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, les enfants sont les premières victimes du marketing, c'est ce que vous nous expliquez dans cette séquence, parce que c'est pas facile d'être zéro déchet quand le marketing, il est un peu plus pro-déchet pour l'instant en tout cas. Disons que ça oblige aussi à revoir les endroits où on fait ses courses, parce que clairement quand on entre dans une grande surface avec un enfant, c'est hyper compliqué de passer... c'est compliqué de dire non systématiquement. Ce que je disais, c'est quand ça nous arrive, on essaie de faire du challenge avec les enfants. On n'achète rien d'emballé dans du plastique. Et là, ça marche avec celle qui a 4 ans, mais c'est quand même effectivement assez compliqué dans le monde dans lequel on vit d'éviter complètement
les déchets avec les enfants. Alors, est-ce que ça coûte cher? On dit d'aller, vous dites que vous faites vos courses dans des magasins plus spécifiques, ça veut dire des magasins qui coûtent parfois plus cher aussi, où les produits sont plus chers. Donc, est-ce que c'est un vrai investissement de se lancer dans le zéro déchet? Très franchement, tout mis l'un dans l'autre, je ne pense pas, parce qu'on achète des choses qui doivent coûter effectivement un peu plus cher qu'en grande surface, mais on achète aussi beaucoup moins de choses préparées qui coûtent cher. On n'a quasiment plus de dépenses au niveau hygiène, cosmétique, entretien, tout ça. Parce que le zéro déchet, là, on l'a vu dans la cuisine, mais il est dans la salle de bain aussi. Hein. Oui. Marc, vous confirmez ça, finalement, vous qui suivez plusieurs familles, et vous êtes aussi un ambassadeur du zéro déchet. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Est-ce que c'est pour tous les publics, finalement, être zéro déchet? Bien sûr. Alors, c'est une question qui revient tout le temps, la question du coût. Et comme le disait Violette, globalement, on peut s'en sortir à budget égal. Le zéro déchet, il faut le voir comme un budget complet, donc ça peut comprendre la mobilité aussi, ça peut comprendre plein de choses. C'est arriver finalement à diminuer ses besoins et se contenter de moins. Et si on a moins de choses, forcément, on doit moins acheter. La simplification, la sobriété heureuse, comme on dit. C'est vraiment ça l'idée derrière. Et donc forcément, vos quantités votre budget, en tout cas de base, va diminuer. Mais souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en profiter pour faire plus de choses, des activités, peut-être avec les enfants, aller au cinéma, pourquoi pas faire un voyage en train si possible. Voilà, vous allez évidemment garder votre budget global, mais vous allez l'attribuer à des choses qui ont du sens et qui sont essentielles. Ce que disait aussi Violette, c'est aussi la qualité des produits qu'on achète. C'est pas juste le prix au kilo, mais c'est à qui on l'achète, comment on l'achète et de quelle qualité, évidemment. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on décide de se lancer comme ça dans un ménage zéro déchet? Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place, à éliminer comme déchets? Des choses qu'on n'imaginerait peut-être pas. Je crois que ça dépend de chacun. Ce qui est peut-être difficile, c'est d'arriver à se mettre d'accord, par exemple, au sein d'un couple. Je pense que Violette peut en témoigner. Oui, c'est ce dont on parlait. Chacun ses difficultés, disons, dans la démarche. On a des habitudes différentes, etc. Donc, chez nous, c'est vrai que ce qui a été le plus difficile, je pense que c'est au niveau nourriture, avec 2 jeunes enfants, c'est de faire beaucoup soi-même. Et du coup, d'être tenté quand on est fatigué, etc., d'acheter du tout fait. Et puis, ça re-remplit la poubelle et puis c'est pas super. Alors, par rapport à... On parlait du plastique avant, hein, les chiffres sont là, hein, on peut les donner. On parle de 13 millions de tonnes de plastique qui pénètrent chaque année dans les océans. En 65 ans, on a produit 9 milliards de tonnes de plastique et moins de 10% finalement de ce plastique est recyclé. Quand on est mère de famille comme vous, qu'on essaye de faire des efforts pour lutter contre ce phénomène, est-ce qu'on se dit pas, c'est un mini pavé dans la mare? Si, il arrive qu'on se dise que quelque part que c'est vain, mais je me dis que c'est une porte d'entrée dans une autre manière de vivre, effectivement, une façon d'entrer dans un quotidien plus simple, d'entrer dans une démarche de déconsommation aussi, et puis ça n'empêche pas à côté d'entreprendre des choses peut-être d'envergure. Je me dis qu'on élève aussi les citoyens de demain et qu'en les élevant différemment. On voit sur ces images une autre famille zéro déchet que nous avions rencontrée. C'est un reportage à retrouver sur notre site internet et on voit le fameux compost avec les vermicompost parce que c'est ça aussi le zéro déchet, c'est réduire les déchets ménagers faits par la nourriture qui peuvent tout à fait être recyclés déjà chez soi et servir après dans un ménage. Alors Jeroen Verhoeven, vous qui travaillez là-dedans, vous êtes impliqué contre le plastique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces familles zéro déchet? Est-ce que ça va aider votre combat? C'est super, mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on parle, le terme en soi le dit déjà, c'est un challenge. Quelque part, on peut aussi dire la résistance zéro déchet, parce que c'est vraiment un peu la résistance contre ce qui a été mis en place partout, je vais dire les industriels, les supermarchés et tout ça. Donc, pendant que c'est à eux. C'est vrai qu'il faut se souvenir que le plastique n'existait pas il y a encore pas si longtemps que ça. Oui, et le problème surtout derrière, c'est pas que le plastique, c'est juste le modèle de tout jetable. Donc, l'idée derrière, c'est qu'on doit pas nettoyer derrière soi, que c'est plus facile en fait d'avoir des objets jetables. Mais donc oui, la solution passerait aussi par un changement à ce niveau-là et donc la législation est très importante là-dedans.
Céline rigole avec l'association Bruxelles Zero Waste et Bruxelles Environnement. Ce salon a été créé l'an dernier. 10 000 personnes sont venues. C'est gratuit, hein, on le précise. Ce sera encore gratuit cette année. Le salon va vraiment augmenter. Hein. Il y a plus de places, plus d'ateliers. C'est une vraie tendance à Bruxelles, le zéro déchet. Oui. Alors, ce qu'on aimerait, enfin, ce qu'on essaye de faire avec le salon, c'est une journée pour découvrir et se perfectionner sur le zéro déchet. Et on voudrait mettre en avant toutes ces projets, ces initiatives zéro déchet qui fleurissent à Bruxelles. Et quand je dis tous ces projets, on parle de 180 composts collectifs, on parle de plus de 50 magasins en vrac. Et donc, c'est toutes des initiatives qui gagnent à être gagnées et qu'on rassemble et montre aux Bruxellois qui sont aussi prêts pour la transition. Donc on l'a vu suite au succès l'année passée. Et donc une journée particulière cette année, celle consacrée aux entreprises. On en parlait tout à l'heure. C'est aussi une volonté de montrer qu'on peut aller à une autre échelle que son petit ménage et qu'il y a moyen de réduire les déchets de manière un peu plus large. Tout à fait. Donc le changement climatique ça impacte tout le monde et il faut agir à chaque niveau. Donc les citoyens, c'est super. Les entreprises ont aussi leur part à jouer. Et c'est ça qu'on voudrait montrer avec la journée professionnelle, c'est qu'on peut faire de l'éco-gestion sans changer son core business et réduire son impact. Fabrizio D'Angelo, donc vous travaillez pour une institution européenne. C'est vous un peu le maître d'œuvre derrière cette réduction de déchets. C'est votre boulot, en tout cas une partie. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi une cantine quasiment zéro déchet? Il faut imaginer donc des gens qui travaillent. Il y a combien de personnes qui travaillent pour ces deux comités? Pour ces deux comités, en staff, on est environ 1500 personnes. Donc à la cantine, il y a plus ou moins 600-700 repas par jour qui sont préparés. Et en fait, notre objectif principal, c'était vraiment de réduire le gaspillage par rapport à la production. Parce que nous, on a énormément d'événements, on a énormément d'invités externes, de participants, etc., qui viennent visiter nos bâtiments. Et donc, c'était très important pour nous de montrer une image des institutions européennes qui ne sont pas là pour gaspiller de l'argent, pour gaspiller des produits, etc., mais qui sont attentives donc à ces problématiques-là et qui essayent en fait de mettre en place des projets afin de réduire les gaspillage. Au sein même d'une plus petite par rapport aux autres institutions européennes, d'un petit mouvement au sein de... Est-ce que c'est pas un peu du greenwashing ça aussi de la part des institutions européennes? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un projet qui est lié à notre gestion de l'environnement. En fait, toutes les institutions européennes ont un système de l'environnement appelé EMAS, c'est une certification européenne. Et dans cette certification-là, on essaie d'améliorer continuellement. Donc, c'est une amélioration continue de toute une série d'objectifs. Donc, parmi les objectifs qu'on se fixe, que chaque institution se fixe, on essaie donc d'améliorer dans ce domaine-là. Donc, par rapport, on a énormément de points en fait. C'est pas que les gaspillages alimentaires. On a aussi, par exemple, les déchets en plastique. On a, par exemple, tout ce qui est consommation d'énergie, consommation d'eau, etc. Donc, il ne s'agit pas tout simplement du greenwashing. C'est en fait une démarche pour montrer que les institutions veulent participer. Elles ne veulent pas seulement parler, légiférer, etc., mais elles veulent agir directement. Que ça se passe aussi au sein même de... Oui, au sein même. Et voilà, ce n'est pas un greenwashing, c'est un fait. C'est pas... Vous allez participer donc au salon pour présenter ce que vous faites dans vos institutions. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est quoi l'idée? Vous donnez des conseils à d'autres entreprises qui ont envie de se lancer? Oui, l'idée c'était de présenter surtout les projets liés au gaspillage alimentaire. Le fait donc qu'on a pu réduire grâce à des techniques liées aussi à la gestion quotidienne les gaspillages alimentaires. Le fait d'avoir mis en place un don alimentaire, une procédure de don alimentaire qui est assez compliquée parce que ça demande beaucoup de logistique, toute une série de règles strictes. Par exemple, l'AFSCA demande de garder la chaîne du froid, etc. C'est une vraie complication aussi. Hein. Oui, donc on a toute une logistique derrière qui n'était pas du tout facile à mettre en place. Et on a dû explorer un peu cette partie-là parce que c'était pas du tout connu. Est-ce que ça a coûté cher? Alors, on a dû faire des investissements, ça c'est sûr.
Mais les retours par rapport à nos objectifs étaient très importants. Donc, comme on n'est pas une organisation qui n'a pas de but lucratif, pour nous, c'était très important d'avoir des résultats concrets sur cette base-là. Donc, mais malheureusement, c'est vrai qu'on a dû faire des investissements. Par exemple, pour permettre donc, de récupérer le don alimentaire lors des buffets, on a dû investir dans des frigos à roulettes. Ces frigos à roulettes permettent de garder au frais les aliments qui ne sont pas servis lors du buffet. Donc les aliments sont servis à fur et à mesure. Et tout ce qui reste dans les frigos peut partir en don alimentaire. Donc là, on a dû investir pas mal d'argent pour ça. Mais il y a d'autres aspects aussi, par exemple aussi par rapport à la réduction du plastique. Nous, on est la première institution européenne à avoir une cantine zéro plastique. On a lancé cette année en mai 2019. Et donc là aussi, c'était pas du tout facile. Il y a toujours des contraintes liées aussi un peu à la gestion du contractant. Et donc, quand on est une entreprise privée, il faut vraiment le vouloir pour se lancer là-dedans. Il faut trouver un peu une médiation et des arguments en faveur. Il faut faire changer la mentalité aussi de certaines entreprises. Donc, voilà. Jeroen Verhoeven, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un représentant des institutions européennes? Il n'a pas de pouvoir pour faire changer la donne au niveau politique et au niveau législatif, mais qu'est-ce que l'Europe doit faire aujourd'hui par rapport au plastique et aux déchets? Ouais, les institutions européennes ont déjà mis en place une législation sur le plastique jetable, donc ça c'est déjà un bon début. Après, c'est aux États membres de mettre ça en pratique. Si le gouvernement bruxellois l'a fait aussi. Oui, voilà, c'est déjà un bon début. Après, il y a plus de choses qui peuvent être et doivent être encore faites. Bon, la région bruxelloise, si je pense à la Flandre, là, par exemple, on est encore beaucoup plus loin de ça. On pourrait dire que oui, c'est la pétrochimie qui gouverne un peu aussi. Donc on voit bien l'impact des lobbies de plastique. Et moi, je pensais aussi que ce serait chouette si, par exemple, des PDG ou des responsables politiques feraient aussi le challenge zéro déchet et qu'eux, ils sont vraiment confrontés avec la difficulté et le système qui est actuellement en place. Donc, on reparlera de tout ça au Salon Zéro Déchet. Vous allez présenter une conférence avec d'autres militants qui se battent pour moins de déchets, moins de plastique. Ce sera quand ? C'est le samedi. Le samedi après-midi. Fabrizio D'Angelo, vous, c'est pour la journée des professionnels que vous serez présent. Oui. Alors Violette Bastin, vous serez aussi au salon, vous allez parler de votre expérience. Vous organisez aussi, à côté de ça, des ateliers couches lavables, zéro déchet. Et vous avez étendu ça au zéro déchet depuis votre expérience. Dites-nous comment faire pour se renseigner. Je peux donner le nom. Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle My Little Green Family et donc oui, je donne essentiellement des ateliers couches lavables depuis déjà un moment, mais effectivement maintenant je propose aussi des ateliers de fabrication de produits d'hygiène et d'entretien. Donc My Little Green Family, c'est sur Facebook notamment. Céline Rigol, le salon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent? Il vous reste quelques minutes, en 30 secondes. Mais qu'on vous a concocté un programme du tonnerre avec des activités en tout genre, que ce soit des conférences, des ateliers où on peut vraiment essayer de faire soi-même, une zone par enfant, une zone good food où on peut manger local et de saison. Voilà, il faut venir pour le vivre. Marc Sautelet, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre durant ce salon zéro déchet? On a vu déjà qu'on allait parler de plastique, d'entreprise, de famille zéro déchet. On va parler aussi de slow cosmétique, c'est ça, parce que ça se passe dans la salle de bain? Tout à fait. On a vraiment essayé d'avoir un programme qui couvre un peu toutes les thématiques et les portes d'entrée, parce que finalement le zéro déchet, ça peut être par l'alimentaire, par la salle de bain, par la mobilité. Il y a plein de portes d'entrée. C'est ça qui est intéressant. Il y en a vraiment, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mais je crois que ce qui va être très chouette pour les gens, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. En fait, c'est le seul moment, sans doute, où vous allez avoir autant de personnes intéressées par le zéro déchet, qu'on soit débutant ou avancé. Mais ça donne aussi un boost énorme parce que parfois, on a le sentiment un peu d'être un ovni quand on essaye de vivre en mode zéro déchet. Ne fût-ce qu'en allant dans les magasins, on voit bien qu'on ne fait pas forcément attention à nous. Mais même dans les
relation qu'on peut avoir avec nos proches, bah là c'est l'occasion de se dire ok, bah, je suis pas tout seul. Est-ce que la tendance zéro déchet, parce qu'on n'est pas tout seul, on commence à le voir, hein, nous-mêmes à BX1, on fait pas mal de reportages sur le zéro déchet depuis maintenant 2 ans. Hein, je dirais que c'est vraiment devenu une tendance, une mode. Comment faire pour maintenant que cette tendance, cette mode inverse la tendance du plastique dans les océans? Alors, ben, je pense que c'est continuer, tout simplement. En fait, vous y croyez, vous avez espoir, honnêtement? Tout à fait, parce que je pense que tous ceux qui se mettent dans le zéro déchet, ils font pas marche arrière. Donc en fait, tous ceux qu'on a déjà réussi à gagner, bah, il n'y a plus besoin de les convaincre. Ils vont faire qu'aller en s'améliorant. Et je pense que le citoyen a un énorme pouvoir auprès des entreprises. On en parlait tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, les supermarchés, les entreprises de cosmétiques commencent à s'intéresser à la question parce qu'elles perdent si on va vers des marges. Plus de simplicité, les entreprises le voudront aussi. Elles vont devoir s'adapter. Elles vont devoir adapter leur type de produit. On a aujourd'hui des multinationales comme Unilever qui proposent des systèmes de consignes sur leurs produits. C'est quand même inimaginable. Et ce sera le mot de la fin. Merci Marc Sautelet, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission sur le zéro déchet. Le salon commence donc jeudi pour les professionnels, vendredi pour tout le monde et ça se passe à Tour et Taxi. Merci d'avoir été avec nous et très bonne soirée sur BX1.